Vous avez une imprimante 3D qui est en simple extrudeur ou même en double extrudeur et vous en avez comme moi un petit peu marre d'avoir des impressions qui sont en monochrome ou en 2 nuances de grès. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une Ender 3 pour faire des impressions en 5 couleurs. Oui, 5 couleurs. Et je vous le dis tout de suite, je ne pensais pas que j'aurais autant de galères. Alors comme je le disais, je vais vous montrer comment transformer la Ender 3. Alors je suis parti de l'imprimante que j'ai transformée d'une version 1 d'origine en presque V2 à travers une mini-série de vidéos que vous pourrez retrouver en lien dans la description. À l'origine, l'idée de faire une imprimante qui imprime en 5 couleurs m'est venue quand j'ai reçu la carte mère Octopus de chez Bigtree qui peut donc contrôler jusqu'à 8 moteurs séparément. Alors on a un dual Z possible sur un même driver. Alors quand je l'ai eu, je me suis dit qu'on allait pouvoir utiliser les 3 premiers drivers pour pouvoir faire les déplacements, donc X, Y et Z, et pour le reste utiliser donc tous les autres drivers pour faire tout simplement de l'extrusion. Alors vous l'aurez maintenant compris, on ne va pas partir sur un montage de type MMU comme on peut le trouver sur des imprimantes Prusa par exemple, même c'est sans doute un montage que je vais sans doute tester un jour. Mais donc ici, l'utilisation de 5 drivers séparés et contrôlés individuellement pour pouvoir alimenter un OTN simple, celui qu'on trouve d'origine d'ailleurs sur l'Ender 3 V2. Mais le système pourrait parfaitement s'adapter sur beaucoup d'autres modèles d'imprimantes de type Bowden. Concernant la carte mère Octopus, on a vraiment beaucoup de ports et on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Alors ça m'a donné quelques idées pour faire éventuellement d'autres projets, mais on verra ça plus tard. Alors il existe 2 versions de la carte mère Octopus, la version 1 et la version 1.1. Alors il y a assez peu de modifications entre les deux, globalement on va dire que la V1 avait des indications de pin sur la carte qui n'étaient pas bonnes. C'est pour ça qu'ils ont réédité une nouvelle version. Alors reportez-vous toujours au fichier présent sur GitHub pour avoir le schéma des pins pour pouvoir faire vos câblages, comme je l'ai fait d'ailleurs dans cette vidéo. Et pour information, dans le montage ici, j'ai utilisé la V1 et j'ai gardé la 1.1 de côté pour pouvoir faire éventuellement un autre projet. Alors pour commencer le projet, j'ai décidé de partir sur la configuration de la carte mère parce que si ça ne fonctionne pas là, ça bloque en fait tout simplement le reste du projet. Donc autant valider tout de suite ce point pour voir si on pourra arriver déjà jusqu'au bout. Et je vous avouerai que je n'ai jamais été aussi loin dans la configuration d'une carte mère. Alors ce que je veux dire par là, c'est que j'ai dû modifier la manière dont les ports de la carte sont préconfigurés pour pouvoir les utiliser différemment. Alors pour ce faire, je suis allé sur le GitHub de Bigtree où on trouve tous les fichiers dont on aura besoin pour utiliser la carte, avec notamment le fichier de documentation, les pins et surtout le firmware Marlin préconfiguré. Pour la configuration, comme je ne savais pas vraiment ce qu'ils avaient mis par défaut, comme c'est pas vraiment une carte faite pour une imprimante ou une utilisation spécifique, j'ai tout simplement parcouru les fichiers configuration.h et configuration.advanced.h pour régler les différents paramètres qui me semblaient intéressants ou mal paramétrés pour ce que je voulais en faire. Ensuite, je me suis rendu compte que les ports de la carte n'étaient pas faits de base pour utiliser 5 extrudeurs, mais seulement 4, parce que le 4e driver était tout simplement utilisé pour faire un Z2. Alors c'est là que j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai sorti le fichier de pin et j'ai commencé donc à tout déplacer pour pouvoir ajouter mon 5e extrudeur que je voulais donc en décalant les références des pins une à une. Avant de charger le firmware que j'avais préparé, j'ai commencé à faire le montage de la carte, donc avec les différentes connexions. Mais comme au début je n'étais pas sûr pour le branchement des détecteurs de fin de cours, je me suis dit que j'allais tout simplement activer le Sensorless Homing. Donc comme j'utilise tout simplement des drivers TMC 2209, et ça fera aussi moins de fils au passage. Sauf que pour l'axe Z, ce n'est vraiment pas recommandé d'utiliser le Sensorless Homing, étant donné qu'on utilise une vis sans fin pour transmettre le mouvement. Donc j'ai quand même raccordé le end-stop de l'axe Z en suivant tout simplement le fichier de configuration des pins. Et en plus, j'ai même fini par utiliser un TMC 2208 sur l'axe Z par manque de TMC 2209. Ensuite, j'ai compilé et chargé mon firmware sur la carte et allumé en regardant bien que je ne voyais pas un petit peu de fumée sortir, mais rien, donc c'était déjà une première victoire. Sauf qu'elle a été franchement de courte durée quand je me suis rendu compte que j'avais bien un OTN qui chauffait correctement, mais il n'y avait pas de bed chauffant. Alors j'ai pas mal cherché pour essayer de voir pourquoi il ne fonctionnait pas et il n'affichait même tout simplement pas le bed. Alors il s'est avéré que c'était simplement parce que la sonde de température n'était pas configurée correctement.
Alors ensuite, avant de charger un nouveau firmware, j'ai tout de même testé les moteurs, et là, l'axe X et tous les extrudeurs ne tournaient pas dans le bon sens. Alors après, une fois le firmware mis à jour et chargé, on avait des moteurs qui tournaient dans le bon sens, et surtout un bed qui chauffait. Alors avec ça, on était plutôt bien parti sur la partie configuration de la carte mère. Alors ensuite, je me suis attaqué à la modélisation d'un support de moteur pour mes 5 extrudeurs. Concernant leur position, le choix a vite été fait de les mettre directement sur la partie haute de l'imprimante. Après, leur orientation n'est sans doute pas encore optimale et il sera sans doute mieux de les mettre un petit peu plus en arrière, mais vous verrez sans doute mieux pourquoi au moment des tests. J'ai donc fait un petit support qui se glisse sur la partie haute et qui n'est pas fixé, juste glissé, mais sincèrement ça ne bouge vraiment pas, donc c'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai monté les 5 extrudeurs en aluminium simple. On a maintenant nos extrudeurs qui sont en place, donc il ne reste plus qu'à tester s'ils fonctionnent correctement et si on peut bien contrôler le changement d'outil avec le G-code. Mais avant ça, il fallait donc quand même un adaptateur pour pouvoir passer tout simplement de nos 5 tubes PTFE à un seul tube PTFE, tout simplement pour pouvoir alimenter le filament dans le hot end qui n'a qu'une seule entrée. Alors j'ai donc cherché un splitter pour pouvoir le faire, et sincèrement je n'ai rien trouvé qui me convenait vraiment sur Thingiverse et autres. Alors je suis donc parti pour faire mon propre splitter sur Fusion 360. Alors j'ai fait une modélisation qui me permet de visser des coupleurs en haut et en bas, comme ça je n'ai même pas à modifier le hot end pour pouvoir l'utiliser. Sauf qu'au moment de vouloir charger le fichier sur la carte microSD pour pouvoir tester, il m'affiche tout le temps nos médias. Et qui dit nos médias dit pas de chocolat, alors j'ai donc été retourné pour modifier mon firmware et essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Alors après un certain nombre d'essais, de changements donc du firmware avec des configurations un petit peu différentes, toujours tournant autour de la carte microSD, j'ai enfin réussi à avoir une carte microSD qui était bien reconnue. Et c'était donc enfin le moment tant attendu de lancer un fichier d'impression pour voir ce que ça donne après plusieurs jours à revenir donc sur le projet. J'ai donc pris un petit fichier de test pour MMU, donc avec 5 couleurs, et je l'ai lancé, et là ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, puisque bizarrement l'extrudeur en fait envoyait bien du filament, mais quand la tête bougeait, le filament se rétractait en même temps et donc annulait quasiment la longueur du filament qu'il avait donc extrudé avant. Alors j'ai eu un gros doute sur ce que j'avais bien pu louper. À partir de là, il n'y avait pas vraiment d'autre solution que de simplement lire le G-code et essayer de comprendre pourquoi je me retrouve avec un comportement aussi bizarre que ça. Alors à force de chercher dans le G-code, qui me paraissait déjà normal a priori, et de regarder si ça ne venait pas de la configuration donc du slicer avec du costing ou autre, j'ai fini par me rendre compte que Prusa Slicer utilise des valeurs d'extrusion qui sont relatives quand on fait de l'impression multi-matériaux, et qu'on ne peut pas donc le changer, sinon on ne peut pas donc utiliser tout simplement le bloc de purge, ce qui annule un petit peu totalement l'utilité du projet si on ne peut pas faire d'impression multi-matériaux. Alors après avoir cherché longtemps, pété quelques câbles et une dépression profonde, je me suis rendu compte que ça devait quand même fonctionner sur le slicer de base, et que même si l'extrudeur est en relatif et les coordonnées en absolu, on devrait donc avoir un G-code correct et compréhensible par la carte mère. Et là, je me suis rappelé que j'avais ajouté du G-code personnalisé pour pouvoir gérer donc mon changement d'outil. Et c'est là que j'ai vu que l'enchaînement de mes codes G90, G91 et M82, M83, qui sont tout simplement les G-codes pour pouvoir passer donc en absolu ou en relatif, donc selon les coordonnées ou donc l'extrudeur, qui n'étaient pas corrects et qui faisaient que mon extrudeur était en absolu alors qu'il devait être en relatif pendant l'impression. Tout ce que je vous raconte ne vous parle peut-être pas, et il faut comprendre tout simplement que quand on a des valeurs de l'extrudeur ou des placements pour les coordonnées sont en relatif, il se base tout simplement sur la valeur précédente, donc sur sa précédente position. Par exemple, si je veux 10 mm sur le chariot donc de l'axe X, le chariot se déplace de 10 mm sur la droite, même s'il n'est pas parti donc de la valeur 0 de l'origine. Alors qu'en absolu, si on dit à l'axe X qu'on veut 10 mm, il va se déplacer à 10 mm donc de distance par rapport à l'origine 0, même si on était à 200 mm de l'origine avant, donc il va retourner tout simplement à cette position. Alors maintenant, on a officiellement réglé toute la partie donc électronique et configuration de base du profil du slicer pour pouvoir commencer à imprimer, et donc simplement faire des réglages pour pouvoir améliorer normalement donc la qualité des impressions et optimiser nos séquences de changement d'outils. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'une partie n'a pas encore été vraiment éprouvée, et c'est l'envoi du filament donc entre l'extrudeur et le hot end.
Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont vraiment se gâter sur le projet et que j'ai le plus galéré. Alors je pense que j'ai designé, imprimé et testé au moins une dizaine de versions de mon slicer, sachant que le design peut prendre donc 1 heure, que les impressions peuvent prendre dans les 2 heures, et qu'il y a ensuite le montage avec les 6 coupleurs à installer correctement, nettoyer donc tout le montage, charger le filament pour pouvoir lancer des impressions test, et bien souvent rester devant pour essayer de comprendre à quel moment ça fail et pourquoi. Alors pour ensuite repartir sur la version suivante, normalement améliorée. Alors je vous laisse imaginer le temps énorme que ça a pu me prendre pour faire tout ça. Alors pour vous faire la version courte, sur le splitter, j'ai commencé par une version donc en une seule pièce, avec donc les tubes PTFE avec un diamètre donc interne de 2 mm, pour avoir quelque chose de relativement contraint, sauf qu'avec l'extrémité du filament qui sort du hot end, qui fait déjà 2 mm, si ce n'est pas parfois un petit peu plus. Donc autant vous dire que ça frottait franchement un max à l'intérieur. Et donc avec les longueurs en plus des tubes PTFE, les extrudeurs avaient vraiment du mal et grignotaient même parfois les filaments. Alors je suis donc passé après quelques versions du splitter en une pièce à des tubes PTFE donc plus larges avec un diamètre interne de 3 mm, qui m'a permis de ne plus me soucier déjà de ça. Alors même si on a quand même quelques répercussions sur la précision de l'extrusion et qu'on doit augmenter considérablement donc nos rétractions vu la longueur. Et si on revient donc maintenant sur notre splitter, avec les différents points où on peut donc avoir des soucis avec le splitter, c'est en premier déjà l'entrée du filament, donc dans le tube PTFE en sortie donc de l'extrudeur. Donc il faut un trou qui soit plus gros que le diamètre interne du tube PTFE. En second, on a donc des frottements sur les parois internes du splitter qui peuvent être causés par le diamètre du trou par rapport au diamètre du filament, les lignes dues aux différentes couches de filament, et enfin le rayon donc de courbure du filament à l'intérieur, donc tout simplement son déplacement qui peut être éventuellement un petit peu courbé. Et en troisième, on a le diamètre du trou pour la courbure d'arrivée du filament pour rentrer dans le tube PTFE, donc du hot end. Et il faut que l'angle donc soit le plus droit possible et que le diamètre le plus proche possible des 2 mm attendus par le tube PTFE pour éviter tout simplement les frottements et les blocages. Après pas mal de design du splitter en une pièce et des grosses difficultés pour extraire des petits bouts de filament qui se coinçaient donc tout simplement à l'intérieur très rapidement. Là je suis arrivé à une seconde version, donc une grosse refonte du splitter avec donc un splitter en plusieurs parties. Alors plus facile à imprimer et qui permet de voir aussi ce qui se passe entre les séparateurs. Ensuite, par rapport aux difficultés à relever, donc listées juste avant, on règle tout de suite en grande partie les frottements déjà à l'intérieur du splitter, parce qu'il n'y a plus vraiment de logement pour pouvoir faire passer le filament, on a quelque chose qui est totalement ouvert. Et je peux donc faire dépasser les tubes PTFE d'arrivée. Par contre, quelque chose que je n'avais pas vraiment anticipé, c'est que le filament doit être bien droit et relativement rigide. Il s'est avéré qu'avec des filaments PLA trop mous, ils avaient tendance en fait à se tordre à l'intérieur sous la pression de l'extrudeur, donc avec la résistance à l'intérieur du hot end. Ce qui fait que ma dernière version, et donc celle que j'utilise actuellement, est en 3 parties, avec donc un entonnoir plus serré, mais toujours ouvert, donc une orientation des filaments qui fait qu'on arrive quasiment directement à viser le milieu de l'entrée du tube PTFE, donc du hot end, et un rayon de courbure qui est vraiment minimal des tubes PTFE donc d'arrivée. Et je l'ai fait même dépasser un petit peu donc sur la partie haute grâce au coupleur en M6 qui permet de laisser passer le tube PTFE. J'ai aussi essayé de rapprocher au maximum donc les coupleurs qui se touchent même un petit peu sur la limite basse donc de mon splitter, toujours pour avoir une courbure minimale. Alors c'est la solution globale, la plus pratique, facile à nettoyer et qui permet de voir en partie ce qui se passe dedans si l'on souhaite, donc par une petite ouverture. Alors il peut évidemment encore arriver que le filament se bloque à l'entrée du hot end, mais c'est franchement plus rare qu'avant, qu'avec les premières versions donc, du splitter que j'utilisais. Ensuite, il faut juste valider que le bout du filament a une forme vraiment adaptée et pas à plat, donc comme si on venait de le couper, mais plutôt un petit peu pointu. Enfin, il y a également donc eu beaucoup de recherches et d'essais sur la rétraction du filament, parce que le principal problème, si ce n'est pas vraiment le seul problème, c'est le stringing, donc des bouts de filament mal formés et qui permettent ou bloquent la réinsertion donc, du filament dans le hot end.
Donc à force de glaner pas mal d'informations à gauche à droite sur des vieux posts de forums obscurs, j'ai fini par avoir un G-code de chargement d'outils qui tiennent plutôt bien la route. Alors du coup, vous allez me demander qu'est-ce que fait ce G-code. Alors je vais vous donner la version courte encore une fois. C'est qu'il va faire en sorte que le filament refroidisse tout simplement dans le tube PTFE du hot end avant donc d'aller dans le splitter en faisant quelques allers-retours. Ensuite, il va remonter donc dans le splitter et dans les tubes PTFE donc en direction tout simplement de l'extrudeur, suffisamment pour pouvoir éviter que d'éventuels stringing qui pourraient rester ne viennent bloquer donc les autres filaments avant d'entrer dans le splitter. Alors au final, je me suis rendu compte que Prusa Slicer a des paramètres assez proches de ce que je cherchais, sans savoir que je le cherchais à ce moment-là, donc autant dire que j'aurais eu sans doute un petit peu de mal à le trouver. D'ailleurs, concernant le filament, je suis parti au début sur un montage avec des bobines donc, dans les dry box que je vous ai présenté donc, dans une précédente vidéo sur la chaîne. Mais vu les difficultés qu'avaient les extrudeurs à insérer le filament, donc la seule modification pour éviter d'avoir des frottements donc, encore plus importants, ça a été de passer sur des tubes PTFE avec un diamètre interne de 3 mm comme entre les extrudeurs et le splitter. Alors maintenant, si on passe à la qualité des impressions, on pourra voir sur certains des timelapses et des résultats qu'il y a comme une surextrusion ou des skip steps que je n'ai pas encore réussi à régler. Donc quand on a un changement de couleur et qui est vraiment très serré, et que donc certaines couleurs aussi, comme le noir que j'ai utilisé, bavent énormément, ce qui fait que du coup ça déteint sur les autres couleurs. Alors ce n'est pas faute d'augmenter le volume de filaments à purger, mais on ne peut pas non plus vider trop de filaments pour limiter donc simplement les pertes. Mais je ferai des essais avec d'autres marques de noir parce que celles que j'ai ne me semblent pas terribles pour faire des impressions multicouleurs en tout cas. Alors ensuite pour les couleurs qui ont un niveau de clarté équivalent, je trouve qu'on peut garder un volume de purge relativement faible. Enfin, il ne faut pas oublier que le volume de purge est le même par changement de couleur. Donc si vous réduisez tout simplement la hauteur de couche de 0,2 à 0,16 mm par exemple, vous augmentez le volume de purge d'un objet, donc il gardera lui sensiblement le même poids avec le filament donc utilisé. Maintenant, je vous laisse regarder quelques impressions qui sont présentées dans l'ordre des impressions de test. Donc à vous de voir si vous voyez effectivement une évolution dans les résultats, sachant que je ne vous ai mis que les résultats complets, ceux qui en fait je ne vous les ai pas mis, et heureusement je pense pour vous, sinon ça aurait pu durer un petit moment. Et on fera donc un petit bilan juste après.
Alors bilan du projet, après des semaines de galères et de tests, j'avais enfin des impressions qui arrivaient au bout sans intervention de ma part. Alors après, ce n'est pas une science exacte, et comme on dit, à partir de là, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Alors le gros point noir de cette méthode d'impression, c'est bien le bloc de purge, qui est du filament qui peut être vu comme gaspillé, même si personnellement, je garde toutes les chutes de plastique en attendant d'avoir une solution pour pouvoir les recycler. Alors j'espère que cette vidéo vous aidera si vous voulez tenter l'aventure, parce que j'ai déjà essuyé donc pas mal de plâtre pour en arriver là, mais en faire l'expérience c'est autre chose. Alors vous trouverez en lien dans la description la majorité des liens et modèles que vous pourriez donc avoir besoin comme base pour pouvoir commencer. Je n'ai pas tout mis dans les moindres détails parce que c'est plus, on va dire, une démo qu'un tuto. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des idées d'amélioration ou autre. Si vous trouvez ce format de vidéo qui change un petit peu des tutos, si vous le trouvez intéressant ou peut-être un petit peu plus distrayant, ensuite n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous a plu, parce que c'est sans doute celle qui m'a pris le plus de temps à préparer depuis le début de la chaîne. Ensuite, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment de voir le câblage et la configuration de la carte mère Octopus de chez Big Tree Tech, comme il y aura toujours de la façon de la configuration spécifique à ce que vous voulez en faire. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en mettant bien évidemment la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!